Sud Radio, on décrypte le monde. Et on décrypte les conséquences lointaines et meurtrières du 7 octobre avec notre invité. Bonjour Stéphane Simon. Bonjour Jean-Marie. Bon, on vous présente plus sur Sud Radio, on vous retrouve tous les samedis à midi, en ma compagnie d'ailleurs, ainsi que tous nos camarades de la revue Affaires criminelles pour votre émission L'Affaire dans l'Affaire. Mais cette fois-ci, on décrypte le monde et notamment votre livre, celui que vous avez coécrit avec Pierre Rehove. Ce livre, 7 octobre, la riposte, la guerre secrète entre Israël et l'Iran, que vous publiez chez Fayard il y a quelques instants. Vous nous révélez les dessous du 7 octobre, 1200 morts, des Juifs, des Israéliens massacrés par surprise par les hommes du Hamas, mais pas seulement d'ailleurs le Hamas. Et vous nous révélez surtout les dessous de la riposte implacable d'Israël, celle qu'on n'a pas vue, pas seulement les bombardements, mais les exécutions ciblées. On va en parler. Les opérations secrètes, oui, des services de sécurité, d'espionnage, contre-espionnage israélien. C'est un peu, effectivement, une invitation à regarder ce qu'il y a sous l'océan, pas simplement l'écume de l'actualité. Exactement, et c'est pour ça qu'on est sur Sud Radio, parce qu'on parle vrai. Revenons d'abord quand même à la surprise du 7 octobre, puisque pour le coup, surprise est bien le mot. Vous révélez un certain nombre d'informations. Par exemple, tout le monde a entendu parler du festival Nova, cette espèce de rave party qu'il y avait à quelques kilomètres de la bande de Gaza où un massacre a été commis. Le Hamas n'avait pas prévu que ce festival se tiendrait là et qu'il y aurait autant de victimes à y trouver, à tel point d'ailleurs que Yahya Sinwar, son chef, était furieux que ses combattants s'y attardent autant que ça. Absolument. Dans son esprit, il fallait tuer le maximum de juifs dans des circonstances les plus abominables possibles pour frapper l'opinion. C'est à la fois un plan moyenâgeux et d'une modernité médiatique terrible, mais dans son idée, il fallait aller jusqu'à Ashdod et avancer le plus possible sur le territoire pour ensuite résister. Et puis, il se trouve que sur le chemin qui a été pensé, il y a ce festival. Et là, ça va être de véritables bacchanales parce que évidemment les soldats, les miliciens du Hamas sont là pour la plupart sous l'emprise de Captagon, c'est-à-dire c'est une drogue que l'on a retrouvée aussi à Daesh. Vous savez, c'est une drogue, un excitant qui est produit massivement, qui était produit par le régime de Bachar el-Assad notamment. Exactement. Et évidemment, bien tous ces miliciens du Hamas qui ont en plus une promesse, c'est-à-dire qu'on leur a dit si vous ramenez des otages, c'est 10 000 $ plus un logement. Donc il faut savoir que évidemment ils vont se jeter sur tous les participants, les rêveurs, les toughers israéliens qui sont là et qui sont évidemment tous désarmés, parfois dans des états un peu vaporeux. Il est 6h30 du matin au moment de l'attaque du 7 octobre. Donc vous comprenez que ce sont des proies extrêmement faciles. Dans un état de vulnérabilité absolue. Il y avait tout autour de la bande de Gaza, dans cette zone, cette espèce d'enveloppe, 12 000 personnes. En temps normal, il y en aurait eu 7 100. Les deux festivals qui se tenaient, c'est dire en plus la malchance de toutes ces victimes. Vous confirmez aussi qu'un certain nombre de tueurs du Hamas, mais pas seulement du Hamas, étaient munis d'un dépliant avec des inscriptions en hébreu, terrible. Un lexique. Silence, sinon je te tue. En hébreu, par exemple. Ne bouge pas, baisse ton pantalon. Enfin, tout était prêt. Oui, tout était prêt, c'est terrible. Il y avait à la fois une note du commandement aux soldats qui dit vos ennemis sont une peste incurable, sauf par décapitation, ou bien si vous leur arrachez le foie et le foie, exactement. Et puis il y avait ce lexique qui n'apprenait pas donc aux Palestiniens de l'hébreu pour dire excusez-moi, je voudrais un verre d'eau, mais baisse ton pantalon, tais-toi sinon je te tue. Enfin, on comprend l'horreur préméditée véritablement de cette opération du 7 octobre qui est pensée par deux hommes. Yahya Sinwar, qui était dans les prisons israéliennes, qui a été soigné pour une tumeur du cerveau dans la prison israélienne, et puis Mohamed Deif, qui est un personnage que l'on surnomme l'invité, qui passe d'un endroit à un autre. Ce sont des terroristes, ça ne rigole pas du tout. Absolument. En fait. On parle du Hamas, mais il n'y a pas que le Hamas, c'est ce que vous confirmez aussi dans l'attaque du 7 octobre. Il y a d'autres groupes comme le djihad islamique par exemple, bien sûr, mais aussi des populations civiles aussi. Bien sûr, on va y venir. Le Front populaire de libération de la Palestine, qui est marxiste pour le coup et pas islamiste, des unités qui étaient à l'origine membres
membres du Fatah, de l'autorité palestinienne, et enfin, effectivement, des civils qui sont joints à cette espèce d'orgie de massacre. Absolument, mais ces civils, c'est souvent par l'appât du gain qu'ils viennent, c'est-à-dire quand on leur promet à la fois une espèce de festivité orgiaque et par ailleurs beaucoup d'argent sonnant et trébuchant, ils viennent. Et puis c'est vertigineux parce qu'effectivement, pardon de faire cette comparaison horrible, mais il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des Allemands qui ont sauvé des Juifs et parmi ces Palestiniens qui s'engouffrent de l'autre côté de la barrière et qui vont sur le territoire israélien, il n'y aura personne pour tendre quoi que ce soit, pour aider qui que ce soit. C'est absolument un massacre unanime. Il faut tuer le maximum de Juifs. C'est pour ça d'ailleurs que ça se traduit par le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah. Ouais, et 1200 morts exactement. 7400 blessés, 1200 morts, plus de 240 otages, dont toujours une cinquantaine est retenue aujourd'hui dans les tunnels de Gaza. Alors évidemment, la surprise est totale du côté d'Israël. On ne s'attendait pas à ce que la menace vienne du Hamas. On pensait plutôt qu'elle viendrait du Hezbollah au nord. La riposte sera implacable. Une liste de suspects à éliminer et dresser, dont certains seront trouvés dans des conditions presque improbables. C'est-à-dire que en fait, les services de sécurité israéliens sont connus pour être des services de sécurité d'élite. Il faut savoir que dans l'histoire, par exemple, du Mossad, si c'est aussi efficace, le Mossad, c'est parce que depuis la création de l'État d'Israël, ces soldats, entre guillemets, sont convaincus d'être là pour la survie de leur peuple. Et ils travaillent main dans la main avec le système politique. Donc ils sont d'une rare efficacité. Ce qui explique cette opération incroyable du 31 juillet 2024, où là, ils vont frapper dans une opération d'élimination ciblée Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, qui va être tué dans un appartement, tenez-vous bien, d'une résidence surveillée qui dépend du palais présidentiel iranien. C'est-à-dire que le Mossad frappe sur le territoire iranien et fait une explosion, organise l'explosion de l'appartement au moment où le leader du Hamas va se coucher. C'est absolument sidérant. Cet homme était invité pour les cérémonies d'intronisation du nouveau président iranien et il a posé quelques minutes auparavant pour la photo officielle. Vous voyez, c'est une opération de haute voltige, comme l'opération des beepers aussi incroyable qui va décapiter toute la chaîne du commandement du Hezbollah au Liban. Et la suite des représailles israéliennes montreront aussi l'état de pénétration par les services secrets israéliens de tout l'appareil sécuritaire iranien d'une part, de celui de ses alliés du Hezbollah, vous l'avez dit. Cette opération incroyable des beepers qu'on a tous vu en images sur les réseaux sociaux ou à la télévision, où globalement toute la chaîne de commandement du Hezbollah sera paralysée. Absolument. Et c'est une opération qui, faut imaginer la profondeur de cette opération. Elle a été lancée, cette opération, 10 ans auparavant. C'est venu dans la tête d'une jeune soldat israélienne qui a écouté les chefs du Hezbollah et a vu à quel point ils commençaient à se méfier des smartphones et finalement de ce qu'ils disent être les technologies israéliennes. Et alors là, elle s'est dit qu'il fallait investir vers les technologies low-tech justement et l'opération est née comme ça. Mais il a fallu créer, ensuite piéger ces téléavertisseurs et mieux que ça, il a fallu ensuite les commercialiser via une société écran qui va être basée en Hongrie et puis ensuite les vendre, trouver les bons intermédiaires pour les vendre au Hezbollah. Et ça a été vendu quelques mois auparavant de l'opération. Et vous montrez aussi tout l'éventail des services de sécurité israéliens. Alors tout le monde connaît le Mossad, on en a tous entendu parler. Le Shin Bet, ça a pu arriver qu'on en entende parler. L'unité 8200 par exemple, non. Qu'est-ce que l'unité 8200 ? C'est la pointe de ce qu'est Israël, c'est-à-dire un pays de technologie très avancée. L'unité 8200, c'est un peu la NSA israélienne, c'est-à-dire ce sont des gens spécialisés dans l'exploitation de données big data. Ce sont les gens spécialisés donc dans l'écoute de tous les signaux faibles et électroniques. C'est une unité incroyable puisque il faut savoir qu'elle recrute des Israéliens dès l'âge de 14 ans. Dès l'âge de 14 ans, vous pouvez rentrer évidemment si vous êtes extrêmement brillant et en capacité de coder, décoder, etc. Mais il faut savoir que le concours, il est complètement dingue. Pour rentrer dans cette unité d'élite, on met des jeunes, des très jeunes volontaires et on leur dit trouvez ce qu'on attend de vous. Voilà, ils sont seuls dans une pièce nue avec juste un ordinateur. Et il faut qu'ils se débrouillent pour essayer de
comprendre ce qu'on attend d'eux. Vous voyez un peu le niveau d'exigence de recrutement. Oui, en termes d'élite, notamment. Bref, la riposte israélienne ira très loin. L'Iran perdra son allié syrien par voie de conséquence. Je voudrais dire pourquoi il y a cette riposte israélienne, elle est faite. Elle est faite pour restaurer la crédibilité militaire israélienne. C'est ça, c'est faire une démonstration de toute puissance israélienne. Et c'est pour ça qu'elle ne s'embarrasse pas, on va dire, de la vie humaine de population civile. Vous savez aussi que derrière cette opération, il y a aussi le projet, la réforme complète de la doctrine sécuritaire d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël ne veut plus tolérer à ses portes de peuples ou de pays qui veulent sa destruction. Il y a eu si vous voulez, jusqu'en 1967, c'était la doctrine sécuritaire d'Israël, c'était de dire notre défense, c'est l'offensive. Et puis à partir de 67, ça change. À partir de la guerre de Kippour, on commence à s'habituer à ce que la France a connu avec la ligne Maginot, c'est-à-dire on est derrière nos murs et puis on surveille le front. Et là, c'est terminé. Ils ont compris que c'était un échec cinglant ce 7 octobre et qu'il fallait donc repenser totalement la stratégie. Ça, c'est pour militaire. leur logique. Sauf que, précisément, leur ennemi numéro 1, vous le dites dans votre livre, l'Iran a perdu ses principaux alliés. Le Hezbollah est complètement estropié. Le Hamas est extrêmement affaibli. Le régime syrien a disparu et c'est tant mieux. Les Houthis continuent à se faire frapper. Mais bon. Mais au bout de plus d'un an, le Hamas existe toujours. Et malgré tout... Alors attendez, je vais quand même dire une chose, c'est que en fait, la logique israélienne, c'est simple, il faut mettre à bas ce qu'ils appellent la pieuvre, c'est-à-dire les 4 tentacules que sont Hamas, Hezbollah, le régime syrien et les Houthis, mais aussi taper la tête, c'est-à-dire ceux qui livrent les armes, le commandement, donc ce commandement, c'est le régime des Hezbollah qui finance le régime des Mollahs en Iran, qui fournit les armes et qui fournit l'argent aussi qui permet la guerre contre Israël. Sauf que, je le disais, plus d'un an après, le Hamas a perdu quasiment tous ses dirigeants, c'est un fait, des milliers de morts probablement, mais le Hamas existe toujours. Le Hamas existe toujours, mais pour combien de temps? D'abord, je veux dire qu'il est terriblement affaibli. Aujourd'hui, il n'y a plus que 5% de Palestiniens qui les soutiennent encore. Les Palestiniens ont enfin compris que le Hamas les conduisait dans une espèce d'impasse qui était une forme de suicide collectif, puisque la seule obsession de Yahya Sinwar et des gens du Hamas, c'était finalement de sacrifier des Palestiniens pour détruire Israël. Mais sauf que la réplique de l'État hébreu a été extrêmement cinglante. Effectivement, en tout cas, vous retrouverez tous les dessous de cette réplique de l'État hébreu dans ce livre, Israël, Iran, la guerre secrète. 7 octobre, la riposte, c'est coécrit par vous, Stéphane Simon, et votre co-auteur, Pierre Réhoff. C'est un livre publié chez Fayard. Merci beaucoup Stéphane. Merci, je vous dis à tout à l'heure puisqu'on vous retrouve à midi dans l'affaire avec plaisir comme toujours sur Sud Radio.